Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, on va réfléchir sur une école d'architecture particulière, le Bauhaus, un phare du XXe siècle pour éclairer le XXIe siècle. Au cœur de l'histoire. Il y a 4 millions de personnes mal logées en France, près d'1 million sans domicile personnel, 12 millions fragilisés par leur habitat. C'est le constat alarmant que dresse aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre. Il y a en France un malaise dans l'architecture, aussi bien à cause des mal logés qu'à cause de cet urbanisme qui aujourd'hui ne correspond plus aux besoins de notre société. Et si on revenait à un modèle exceptionnel, inventé par des Allemands au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'école du Bauhaus, on verra ce que cela veut dire. Cette école a proposé un habitat qui devait être plus juste pour une société qui elle-même devait être meilleure. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous emmène au cœur de l'histoire du Bauhaus. Cette histoire commence paradoxalement par sa fin. Le 22 août 1932, à Dessau, une jolie petite ville à 120 km au sud-ouest de Berlin, a lieu une séance du conseil municipal. Parmi les présents se trouve un homme d'un certain âge qui est connu de tous. Il s'appelle Fritz Hesse. Fritz Hesse a été le maire de cette ville de 70 000 habitants, mais ce soir-là, il se tient résigné. Il est debout face à deux responsables du Parti national-socialiste, le parti nazi, qui, aux dernières élections communales, ont remporté la majorité. Hesse est minoritaire et il a vu que l'ordre du jour de cette séance, du 22 août, était consacré à la fermeture d'une école pour laquelle il avait tant œuvré. Le Bauhaus, faut-il le maintenir ou faut-il l'arrêter ? Pour les responsables du Parti national-socialiste, la réponse est claire. Il faut arrêter cette école qui produit un art dégénéré, qui produit des immeubles, des bâtiments qui sont bons pour les communistes et pour les juifs, alors que Fritz Hesse avait vu dans cette école une utopie pour un meilleur logement pour tous. Le destin du Bauhaus va être scellé en quelques minutes. Face au conseil municipal, le nouveau maire national-socialiste pose la question. Faut-il, oui ou non, dissoudre le Bauhaus ? Seuls Hesse et 4 communistes votent pour le maintien. Les sociodémocrates s'abstiennent en disant que ces dernières années, ils avaient payé cher leur soutien accordé à ce groupement marginal. Cette fois, c'en est terminé. La majorité nazie et conservatrice l'a emporté. La décision est prise. À la fin du mois de septembre 1932, l'école sera dissoute et fermée. Le décret d'ailleurs qui est pris est sans appel. Annulation immédiate de toutes les dépenses pour le Bauhaus. Les enseignants étrangers doivent être licenciés sans préavis, car il n'est pas compatible avec la responsabilité que doit porter une bonne direction communale vis-à-vis de ses citoyens que ses compatriotes allemands meurent de faim pendant que des étrangers sont payés à profusion avec les impôts du peuple souffrant de privation. Avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les nationaux-socialistes ont donc décidé de fermer le Bauhaus. Pourquoi ont-ils une telle haine contre ce mouvement ? Comment en sont-ils arrivés à considérer le Bauhaus comme le modèle repoussoir pour l'architecture allemande ? Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Dans une autre ville, à 300 km, elle aussi, au sud de Berlin, à Weimar. Nous sommes au début de l'année 1919. Il y a à Weimar un homme, un architecte qui appartient à une vieille famille bourgeoise berlinoise. Un de ses oncles était d'ailleurs architecte, un autre avait fait de la politique. Il s'appelle Walter Gropius. Il a lui-même été soldat pendant la Grande Guerre, mais avec son diplôme d'architecte en poche, il a été désigné comme le nouveau directeur de l'école des beaux-arts de Weimar. Walter Gropius pense depuis longtemps que l'éducation est la seule solution pour réformer une société.
et il veut saisir cette opportunité de transformer son école des beaux-arts en un modèle pour réformer la société. La démarche artistique sera pour lui une démarche révolutionnaire. C'est ainsi que ce tout récent directeur essaye de proposer une nouvelle théorie pour une école d'art et une école d'architecture. Le but de cette école est de fabriquer des immeubles, des objets du quotidien qui soient fonctionnels. On lui donnera d'ailleurs souvent cette étiquette de fonctionnaliste, c'est-à-dire d'objets qui sont bien attachés à un objectif, une seule fonction, qui soit peu cher et accessible pour chacun. Pour synthétiser cette idée, il trouve un mot, Bauhaus. Littéralement, Bau vient de bauen, le verbe construire en allemand, et Haus veut dire dans cette même langue, maison. Il s'agit donc de la construction de bâtiments, de savoir comment les fabriquer le mieux possible. Mais il y a une référence cachée derrière ce mot. Le terme Bauhaus renvoie à un ancien mot médiéval qu'on utilisait dans les loges de la franc-maçonnerie. La Bauhütte, c'était un terme qu'utilisaient les bâtisseurs des cathédrales. Voilà une belle référence obscure, mais présente, derrière le fonctionnalisme soi-disant du Bauhaus. Si Gropius se réfère au Moyen-Âge, c'est qu'il a une idée simple. Il faut changer les manières d'enseigner. Il faut changer le rapport entre les maîtres et les disciples comme c'était le cas au Moyen-Âge dans les corporations, quand les uns et les autres mettaient ensemble la main à la pâte pour construire les chefs-d'œuvre. Gropius a théorisé sa pensée et en 1919, il va publier un manifeste du Bauhaus dont voici un des passages essentiels. Formons donc une nouvelle corporation d'artisans, sans l'arrogance des classes séparées et par laquelle a été érigé un mur d'orgueil entre artisans et artistes. Nous voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir qui embrassera tout en une seule forme, architecture, plastique et peinture, et qui s'élèvera par les mains de millions d'ouvriers vers le ciel du futur comme le symbole cristallin d'une nouvelle foi. On l'aura compris, pour Gropius, un artiste n'est pas quelqu'un qui plane au-dessus des autres et au-dessus du monde. C'est un artisan qui travaille la matière comme les ouvriers ou comme n'importe quel employé. Il faut donc que ce projet collectif permette de construire une nouvelle société. Et en ce sens, Walter Gropius est bien à l'avant-garde du design et peut-être même à l'avant-garde de la politique avec ceux qui prônent, en ce lendemain de guerre allemand, la révolution. Révolution qui prend les armes à Munich. Révolution qui prend les armes à Berlin. Et lui qui prend des crayons et des stylos pour faire la révolution à Weimar. Gropius n'est pas seulement un théoricien, il est d'abord le directeur très pratique d'une école. Il faut donc que les élèves apprennent un savoir qui les construise au but ultime qui est la production, la construction, le Bau. Donc, il a imaginé un schéma. Les premières années feraient l'enseignement prérequis. Un peu de mathématiques, de lettres, de culture, de manière à avoir les bases d'un savoir solide. Cela constituerait, si l'on devait faire un schéma, le cercle extérieur. Ensuite, les cercles intérieurs seraient constitués de matières de plus en plus spécialisées. D'abord travailler les arts plastiques, ensuite commencer à rentrer dans les matières elles-mêmes, travailler le bois, le métal, les matériaux de construction, les outils. Et tout cela, à la fin, permettrait d'arriver à l'ultime année, celle dans laquelle on passerait à la stratégie de construction, au Bau, c'est-à-dire à la production complète d'une œuvre. Voilà comment lui, en tant qu'éducateur, pense qu'il faut aller du général à la spécialité. Et c'est ce qu'il met en œuvre dans son école à Weimar, ce que ses étudiants vont travailler entre 1919 et 1925. Mais l'école de Weimar a un problème. Weimar est une petite ville dans laquelle il a été soutenu pendant un temps par une majorité issue de la gauche.
Mais cette majorité est fragilisée. Au cœur des années 20, alors que l'Allemagne peine à se reconstruire, Weimar n'est plus une cité accueillante. Il faut donc trouver un nouvel établissement pour s'installer. Son objectif serait de parvenir à reconstruire une Allemagne à partir de rien, en somme. Une Allemagne qui a vécu la défaite, avec le fameux traité de Versailles. Une Allemagne dont l'économie tourne au ralenti, bloquée par les dettes et la pression extérieure française. Une Allemagne qui, selon l'un des principaux hommes politiques de l'époque, vit une situation dramatique avec cette fameuse hyperinflation. Tiens, celui qui en parle le mieux, je vous le laisse l'écouter. C'est Gustav Stresemann, celui qui avait négocié la paix avec les Français et qui dresse un bilan sordide des années 20 allemandes. Depuis la paix, nous n'avons obtenu de succès nulle part. Notre République n'a pas pu se présenter aux Allemands en affirmant qu'elle leur avait apporté la paix, la liberté et du pain. Depuis la fin de la guerre, nous avons traversé les crises les plus graves. Le chômage, une insécurité politique continue, la faim et la détresse. D'où viendrait l'enthousiasme pour l'ère nouvelle et ses institutions ? Un succès engendre l'autre. Or, la nouvelle Allemagne n'a connu aucun succès à l'extérieur. La politique européenne ne lui a pas apporté la stabilisation dont elle avait besoin. Le contexte tendu de l'Allemagne des années 20 a pesé sur Weimar. Ce sont des conservateurs qui sont revenus au pouvoir, des nationalistes, et ils regardent d'un très mauvais œil cette école dans laquelle Gropius avait fait venir des enseignants artistes, bien sûr, mais surtout artistes engagés à l'extrême gauche proche du Parti communiste. Il faut donc à Walter Gropius trouver un nouvel espace, un nouveau lieu pour poursuivre l'œuvre de son école. C'est ainsi qu'il a commencé à discuter avec Fritz Hesse, le maire de Dessau. Il y aura donc une nouvelle école, un nouveau Bauhaus à Dessau. C'est cette aventure qui va s'ouvrir. Il faut se mettre à la place d'un artiste et d'un architecte comme Walter Gropius auquel on propose de construire véritablement tout un pan d'une ville, auquel on propose de mettre en place une école où il pourra faire toute sa pédagogie avec le soutien des fonds publics de la municipalité. Gropius va donc construire le Bauhaus, c'est-à-dire l'école centrale, les logements des enseignants et même des logements sociaux dans la ville de Dessau. C'est tout un programme architectural qui sera au cœur de l'activité de l'école. Dès 1924, il a commencé à cogiter ce projet qui est mis en œuvre en 1925-1926. Les étudiants seront sur place et construiront en partie leur école avec les professeurs. Le Bauhaus, quand on est élève, c'est une formidable opportunité d'être dans la théorie, bien sûr, et dans la pratique. On construit des objets en métal sous la direction de Johannes Itten, l'un des plus célèbres designers et peintres de son époque. On construit et on fabrique des peintures, évidemment, avec Paul Klee ou Vassili Kandinsky, qui sont professeurs au Bauhaus. L'ambition est donc de proposer une activité complète aux étudiants, et c'est ce qui rend la pédagogie si particulière, si singulière. Il y aura des inventions qui sont restées connues dans le monde du design et de l'architecture. La théière, par exemple, celle de Marianne Brandt, avec son bec verseur, placé de façon ingénieuse pour faciliter l'écoulement, et puis avec cette espèce de design angulaire qui donne une sorte de sentiment harmonieux. Il y aura la lampe Wagenfeld, en forme sphérique, posée sur un cylindre à base de verre. Là encore, c'est toute la question des lignes épurées qui est en jeu. Tous ces objets et toutes ces créations donnent au Bauhaus de cette époque une sorte d'intense vie communautaire. On se retrouve dans les écoles des enseignants, on se retrouve dans les espaces collectifs, on se retrouve aussi dans l'environnement autour des bâtiments, tantôt pour pique-niquer, parfois pour faire la fête. Tiens, tenez, pour vous expliquer cette atmosphère un peu particulière, assez festive en somme. Un texte d'une des élèves du Bauhaus qui, rapidement d'ailleurs, deviendra elle aussi enseignante dans cette institution. Elle s'appelle Günther Strotzel. Elle a, à cette époque-là, une vingtaine d'années. Elle raconte la fête de Noël à laquelle elle a assisté. Noël fut extraordinairement beau.
Quelque chose de tout à fait nouveau, une fête de l'amour jusque dans le plus petit détail. Un bel arbre, des lumières et des pommes, une longue table blanche joliment mise, de grandes bougies, une grande couronne de sapins. Gropius lut l'histoire de Noël, Emiheim chanta. Gropius apporta de beaux et précieux cadeaux aux membres du Bauhaus. Puis nous avons partagé un grand repas. Tout cela était très festif, mais aussi très symbolique. Pour les 200 élèves qui fréquentent l'école, cette expérience est unique. Unique sur le plan professionnel, intellectuel, mais aussi, vous l'avez compris, sur le plan sentimental. Des couples se forment entre étudiants, ça va de soi, mais aussi entre étudiants et maîtres. Des mariages se nouent. Il y a des couples emblématiques, pourrait-on dire, du Bauhaus. Joseph et Annie Albers, qui se marient en 1925. Des enfants sont même nés de l'école du Bauhaus. Ils seront élevés pendant leur jeune âge dans les murs et l'enceinte de l'établissement. Pourtant, le Bauhaus, aussi égalitaire qu'il puisse paraître, garde quand même une mentalité particulière. Gropius a imaginé la composition complète des classes du Bauhaus. Pour lui, il devait y avoir une majorité masculine. Seulement une 50aine de femmes pouvaient y être admises. Dans certains cours, par exemple, il refuse que des femmes puissent travailler, notamment dans le cours de travail du métal, qui est particulièrement dur. Marianne Brandt, la seule femme de cet atelier, dont le professeur Laszlo Moholy-Nagy, un ami, un proche de Gropius, pense qu'elle est une étudiante hors du commun. Elle sera donc la seule de la classe. Gropius se revendique du progressisme, de la nouvelle égalité entre les hommes et les femmes, de la gauche, et en même temps il ne peut s'empêcher de conserver quelques petites idées rétrogrades. Mais Gropius doit céder la direction de l'école, car il est appelé et tellement mobilisé par l'architecture qu'il préfère suivre ses nouveaux projets de création. En 1928, Gropius quitte donc son école, le Bauhaus, et déménage pour Berlin. Il laisse la direction de l'établissement à Hannes Meyer, qui sera le nouveau directeur du Bauhaus, mais qui, à son tour, quelques 2 années plus tard, laissera sa place à un nouveau directeur, Ludwig Mies van der Rohe. Lui aussi a l'architecture et le design dans la peau. On pourrait dire l'esthétique qui coule dans ses veines. Pour lui, l'époque est particulièrement sombre. En 1930, l'Allemagne est retombée dans la crise après le fameux Jeudi noir d'octobre 1929 aux États-Unis, puis les différents krachs bancaires qui ont caractérisé la période. Le chômage s'accroît. Dans ce contexte, les tensions politiques sont accentuées. Mies van der Rohe refuse que son école soit le jouet de l'une ou l'autre des factions. Il va donc s'opposer à ce que les communistes soient trop présents dans l'école au point d'en faire expulser 4 étudiants qui en étaient membres. En novembre 1931, il regarde avec scepticisme la montée des nationaux-socialistes dans le conseil municipal de Dessau. C'est lui qui est à la tête de l'école lorsqu'est adoptée la résolution demandant la dissolution du Bauhaus. Mies van der Rohe hésite. Plusieurs possibilités s'offrent à lui alors. Soit aller vers Magdebourg ou Leipzig, qui sont des villes qui manifestent leur désir d'accueillir cette école d'architecture conforme à la social-démocratie et à la gauche qui en est majoritaire. Mais le directeur préfère une installation à Berlin. Il veut faire du Bauhaus une école privée qui serait autofinancée sans argent public. Ce choix est déjà révélateur des hésitations qui traversent le monde du Bauhaus. Rappelez-vous, c'est le 30 janvier 1933 que Hitler devient chancelier du Reich. Or, le Bauhaus berlinois va ouvrir son école le 11 avril 1933, c'est-à-dire même après la journée de boycott du 1er avril voulue par les national-socialistes contre les Juifs. Ludwig Mies van der Rohe croit qu'il est possible que le Bauhaus devienne compatible avec le Troisième Reich et le national-socialisme. Il va accepter, comme Walter Gropius,
de rentrer dans la chambre de la culture du Reich, fondée par le ministre de la propagande Joseph Goebbels. Les deux hommes pourtant ne vont pas maintenir de la même manière leur présence en Allemagne. Gropius comprend rapidement qu'aucun accommodement ne sera finalement possible après avoir échoué dans certains concours où son œuvre a été disqualifiée par les nationaux-socialistes. Dès 1934, il part en exil, en Angleterre, et il va chercher plus tard refuge aux États-Unis. Ludwig Mies van der Rohe, lui, essaye d'avancer encore avec les autorités. Il a bien négocié la réouverture de l'école, mais de nouvelles conditions lui sont posées. On demande le renvoi des professeurs Kandinsky et Hilbersheimer jugés trop de gauche et incompatibles avec la racialisation voulue par le Troisième Reich. Mies van der Rohe n'a d'autre choix que de prononcer la dissolution de son école. Et pourtant, il va continuer de travailler en Allemagne pendant encore quelques années, en produisant, y compris à Berlin, un certain nombre de bâtiments et d'objets. Mais bientôt, l'incompatibilité entre ses rêves et la pratique nationale-socialiste deviendra l'évidence, et lui aussi partira pour les États-Unis. Il fera beaucoup de travaux dans les villes américaines après son installation à Chicago. Il travaillera pour l'Institut d'Illinois de technologie, où il sera aussi professeur. Bref, il aura une carrière américaine, pareille aussi à celle de Gropius, qui lui aussi trouvera un nouveau marché dans le Nouveau Monde. Mais le Bauhaus ne se résume pas à deux personnalités. C'est l'ensemble des professeurs qui va bientôt se retrouver bouleversés dans l'émigration internationale et qui à leur tour devront poursuivre leur œuvre dans d'autres pays d'accueil. L'un d'entre eux, Erich Mendelsohn, choisit lui d'aller en Palestine à Tel Aviv, où il construira un formidable chantier sur ce territoire quasi vierge et fera l'une des œuvres qui restent encore les plus emblématiques du mouvement du Bauhaus, entre confort intérieur et lignes épurées pour les bâtiments. Ce qu'on appelle la Ville Blanche a été classé en 2003 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il y a aussi une face sombre au Bauhaus. L'un de ses étudiants, qui y est passé entre 1928 et 1931, est devenu par la suite un membre actif du Parti national-socialiste. Il a même adhéré à la SS. Il s'appelait Fritz Ertl. Ertl a été chargé d'actions particulières en matière de construction. Il a été nommé dans le camp d'Auschwitz où il a contribué à la conception des baraquements, notamment pour le camp de Birkenau. En 1942, en tant que directeur adjoint des constructions pour le camp d'Auschwitz et pour la Waffen-SS, c'est lui qui a été chargé de la construction des crématoires ainsi que de la piscine où devaient avoir lieu les actions spéciales, c'est-à-dire les gazages. Ertl représente ainsi un fonctionnalisme dévoyé au service de la mort. Ce n'est pas le seul grief que l'on fait parfois au Bauhaus. Et si cette idée de logement pratique, sans aucune esthétique superflue, de lignes épurées, de façades resserrées, n'avait été au fond qu'une méthode pour déguiser le désir capitaliste de faire des cages à lapins. Car on peut regarder nombre de bâtiments construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme le résultat dégradé de l'idéal de vie qu'avaient posé les hommes du Bauhaus. 2019 doit donc être une célébration raisonnée de l'école du Bauhaus. Il y a d'un côté un idéal positif à préserver et qui sans doute peut apporter des réponses à toute cette crise du mal-logement et à cet urbanisme qui explose en France. Et puis il y a ce visage un peu moins connu, ce visage un peu obscur, qui compose l'autre face du Bauhaus et dont il faudra évidemment faire l'inventaire avant de l'oublier.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparé par Adèle Salmon, réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.